Bonjour à toutes et à tous. Alors, pendant que je vous ai ici, juste une petite question rapide. Qui d'entre vous pense avoir une mauvaise mémoire? Levez la main. Ok. Qui pense au contraire avoir une mémoire excellente? D'accord. Qui, enfin, n'a aucune idée sur la question? Ok, ça change un peu d'habitude. D'habitude, quand je pose cette question, j'ai à peu près 9 personnes sur 10 qui me disent « moi j'ai une mauvaise mémoire ». D'ailleurs, on me sort une expression qui revient tout le temps, c'est « moi j'ai une mémoire poisson rouge ». D'ailleurs, c'est marrant, d'ailleurs, cette expression poisson rouge, pourquoi le poisson et pas autre chose? On pourra en revenir dessus par la suite. Alors, je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 37 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire, même quand ceux-ci pensent en avoir une mauvaise. J'aide les gens à réussir leurs examens et à avoir une meilleure mémoire pour réussir plus tard dans la vie professionnelle. J'accompagne également les entreprises et les écoles. Vous m'avez peut-être déjà vu récemment dans une émission de TV sur TF1 qui s'appelle Les Extraordinaires. Et cette émission avait pour but de... J'étais avec d'autres candidats, et cette émission avait pour but de proposer donc, des épreuves pour montrer les pouvoirs du cerveau humain, en l'occurrence la mémoire. Mon épreuve était de mémoriser des empreintes digitales, c'est-à-dire que des membres du public arrivaient, posaient leurs empreintes sur une tablette, et je devais les mémoriser. Restituer le nom, le visage et le dessin de l'empreinte. Alors, ce type d'épreuve est très impressionnante, mais elle n'est absolument pas extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait, dans cette salle, avec suffisamment de temps et de l'envie, je précise toujours, réaliser ce type de performance. On est bien d'accord, mémoriser des empreintes digitales, ça ne sert absolument à rien dans la vie de tous les jours. Il n'y a personne qui va venir vous chercher en disant « Au fait, j'ai besoin de quelqu'un pour mémoriser une empreinte digitale. » Mais vous, ce qui va vous aider, c'est d'utiliser des techniques, les mêmes que j'utilise, pour mémoriser des choses compliquées, des choses difficiles, des choses qui vont vous servir pour l'examen. Alors, cette présentation va s'articuler autour de 3 points. Dans la première partie, je vais vous montrer comment on mémorise des informations difficiles, compliquées, en utilisant une autre partie de votre mémoire que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, surtout pour ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup par cœur. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment apprendre un nombre hallucinant d'informations. Et quand je dis hallucinant, c'est-à-dire que vous allez vous surprendre vous-même en fait. Et enfin, dans la dernière partie, ça ne sert à rien de mémoriser si vous oubliez. Donc je vais vous montrer comment on garde une information dans une mémoire à long terme. Comment mémoriser une information difficile? Vous arrivez en première année de n'importe quel cursus, dans des études supérieures, et vous êtes assailli de nouveaux cours. Vous êtes assailli de nouvelles informations, de nouvelles choses à mémoriser, des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens pour vous encore, des choses à démêler, tout un jargon à apprendre. Et ça fait une information difficile. Imaginez l'étudiant en médecine qui arrive en première année, où il a tout un tas de nouvelles matières qu'il n'a jamais vues auparavant, et il doit mémoriser tout ça. Une information difficile, c'est, pour vous donner une image, c'est comme un gros meuble, sans poignée, que vous essayez de faire rentrer chez vous. Un meuble très encombrant. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous voulez faire rentrer un meuble très encombrant chez vous? Alors vous avez du mal à le prendre dans vos mains. Vous avez deux solutions. Soit vous appelez des amis, travaillez en groupe, soit vous le poussez, et vous le faites avancer, et à la fin il y a un peu de casse, mais bon, au final ça finit quand même par rentrer. Moi j'utilise d'autres parties de la mémoire. J'utilise la mémoire associative. Qu'est-ce que c'est que la mémoire associative? C'est tout simplement créer des poignées mémorielles aux informations qui sont difficiles. Votre meuble n'a pas de poignée, ben moi j'ai créé les poignées. Et vous allez créer des poignées avec une technique. Vous allez voir, on va faire un exemple ensemble. Tout de suite, là, ici, imaginez une chaîne, une grande chaîne, qui pend du plafond, et qui tombe ici, très exactement, pas ailleurs, ici. Au bout de cette chaîne, il y a une poignée.
Et au bout de cette poignée, il y a une fiole de chimie. Je sais que c'est un peu difficile à imaginer tout ça, parce que c'est absolument pas réaliste. Quoi que ça pourrait l'être. Essayez d'imaginer ça. Ici. D'accord? Est-ce que quelqu'un a du mal à imaginer ça? Ok, on va passer au niveau un petit peu plus difficile alors. Là, à côté des bouteilles d'eau, vous allez imaginer un entrepôt, un garage avec des portes qui se lèvent, avec des camions qui rentrent et qui sortent. Au-dessus de ce garage, vous allez imaginer un château fort. Alors je sais que c'est complètement tordu, mais je vous assure qu'à la fin, vous allez être assez étonné, je pense. Le château fort est juste au-dessus de l'entrepôt. Et sur le toit du château fort, vous avez un avion à réaction qui se pose, ou qui décolle. Ici. Et enfin, sur ces 3 sièges, vous allez imaginer des piscines. Une ici et une ici. De ces piscines, vous avez des toboggans qui en sortent, qui vous permettent d'y rentrer d'ailleurs. Il fait un beau temps d'ailleurs aujourd'hui, c'est bien Toulouse, hein, mais vous êtes pas mal lotis quand même. Ça, c'est le genre de technique que j'enseigne. Alors à quoi ça sert? On va y venir. Ça, c'était l'échauffement. Maintenant, imaginez que vous deviez retenir ceci. Ça, c'est pas des informations compliquées. C'est une liste de 10 mots. Ça n'a absolument rien de compliqué, mais pour arriver à mémoriser quelque chose, il faut que vous l'associez. Si je vous demande un objet de couleur rouge, vous l'associez à quoi? Votre mémoire associative va faire la recherche et va vous trouver des exemples. Peut-être la voiture que vous avez croisée, peut-être la couleur de votre téléphone, peu importe. C'est ça la mémoire associative, et pour mémoriser une information difficile, vous devez l'associer à quelque chose que vous connaissez. Vous devez lui donner de la vie, même si cette information n'a rien à voir, même si ce que vous associez n'a rien à voir. Alors, pour ce petit exercice, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment on procède pour utiliser sa mémoire associative. On va refaire un exercice d'imagination. Imaginez une bouteille d'eau comme celle-ci, mais en beaucoup plus grande, de votre taille. Ok? Vous la poussez. Elle tombe sur une montgolfière. Imaginez la montgolfière. De quelle couleur elle est? La montgolfière reçoit donc la bouteille d'eau et s'envole. En s'envolant, il y a des piles qui tombent du ballon. Des piles. Des piles avec lesquelles vous rechargez vos appareils. Elle tombe sur un baril. Un baril, donc imaginez un baril. Il a ça de particulier, le baril, c'est qu'il a des bords en or massif. Pourquoi en or massif? Pour que ce soit mémorable, justement. Si vous aviez juste le mot bord, comme ça, vous allez l'oublier parce qu'il est trop banal. Et le cerveau déteste ce qui est banal. De ces bords coulent des spaghettis carbonara. Pensez à l'odeur, ça peut vous aider. Dégouline le long du baril, en partant des bords, et tombe dans une flaque de mazout. Là aussi, l'odeur. Mazout, ça a une bonne odeur, on va dire. Le mazout coule lentement jusqu'à une grande bouteille d'oxygène. Imaginez-la rouillée. Toujours pareil, faites en sorte que ce que vous imaginez soit hors du commun. Donc une bouteille rouillée, ça va tout à fait. Au moment où le mazout entre en contact avec la bouteille d'oxygène, celle-ci explose. Elle était remplie non pas d'oxygène, mais de dentifrice. Ce dentifrice va tacher l'enseigne lumineuse de la business school. Il n'y a pas d'enseigne lumineuse, c'est pas grave, imaginez-la. Qui clignote, elle est couverte de dentifrice. Ok. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Eh bien, sans le savoir, vous avez mémorisé la liste des 10 premiers éléments du tableau périodique de chimie. Ceci. Petite explication peut-être. Mémoire associative. Moi, quand je lis hydrogène, par exemple, qui est le premier élément, ça ne me parle pas. À un chimiste, ça parlerait. À un étudiant en chimie, ça parlerait. Mais moi, ça ne me parle pas. Je considère ça comme une information compliquée. Je dois donc l'associer.
Pour l'associer, hydrogène, ça me fait penser à l'hydrater. Et je m'hydrate avec une bouteille d'eau. Donc j'imagine la grande bouteille d'eau. Qu'est-ce qui se passe avec la bouteille d'eau? Nickel. Et ça, c'est l'association que j'ai choisie pour l'hélium. Pourquoi l'hélium? Parce qu'une montgolfière se gonfle avec l'hélium. Si ça se trouve, c'est faux. Je n'ai même pas fait de recherche là-dessus. Si ça se trouve, c'est faux. Et même si c'est faux, si pour vous, hélium, ça marche avec montgolfière, prenez-le. Le ballon s'envole. Qu'est-ce qui en tombe? Des piles. C'est le lithium. Parce qu'il y a beaucoup de lithium dans les piles. Si vous êtes fan de Nirvana, l'album, le lithium, aurait pu également tomber de la montgolfière. Ça marche aussi. Tombe sur quoi? Un baril, très bien. Baril, c'est beryllium. Qu'est-ce que ça a à voir? Absolument rien. Mais moi, quand je dis beryllium, ça ne me parle absolument pas. Quand je fais des recherches Google Images, ça me parle encore moins. Donc, j'ai tourné baril dans ma tête, baril, enfin beryllium, et je suis venu au mot baril. C'est juste sonore. L'association est juste sonore ici, mais ça marche. Et quand on va m'interroger sur ces éléments, je ne vais pas sortir, ah bah l'élément c'est baril, je vais sortir beryllium. Qu'est-ce qui se passe? Les bords. Les bords en or massif. Alors justement, l'élément suivant, c'est le bord. Bord, je ne me suis pas foulé. Les bords du baril. Un truc intéressant d'ailleurs sur le bord, c'est que vous auriez pu prendre un mot anglais pour faire votre association. Bord en anglais, ça veut dire cochon sauvage. Ou sanglier, je ne sais plus. Bref, vous auriez pu imaginer un cochon sauvage sur le baril. Ça marche aussi. Spaghetti carbonara, à votre avis, c'est pourquoi? Ouais, j'ai entendu. Carbone. Autant prendre un plat qu'on aime bien. Si vous en avez un qui ressemble au mot que vous cherchez à mémoriser. Glisse le long pour atterrir dans quoi? Vous êtes au top. Mazout pour l'azote. Ça n'a rien à voir, je pense. Mais ça marche parce qu'il y a deux syllabes en commun. Pour moi, ça fonctionne. Quelqu'un d'autre aurait pris directement une représentation du mazout, mais ça fonctionne. Le mazout, qu'est-ce qu'il fait? Il coule jusqu'à arriver à une bouteille d'oxygène qui est le symbole pour... Voilà. On peut prendre un masque. Mais j'ai bien aimé la bouteille parce qu'elle explose avec du dentifrice qui est... C'est le fluor. Et l'enseigne lumineuse, c'est le néon. Donc bravo à vous déjà, parce que j'ai pas entendu d'erreur. C'est cool. Alors vis-à-vis de cette mémoire associative qui, en apparence, a l'air super, j'ai trois nouvelles. Deux bonnes et une mauvaise. La première nouvelle est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en mémorisant ainsi, en faisant des petites histoires tordues qui n'ont absolument rien à voir, votre mémorisation est beaucoup plus solide, beaucoup plus vivante pour votre esprit. Vous pouvez d'ailleurs le ressentir parce que je suis sûr que si vous repassez l'histoire dans la tête, elle est encore très vivante. Alors que si vous aviez appris par cœur cette liste de 10 éléments, beryllium, vous y seriez arrivé, sans doute, il y en a que 10, hein, faut pas déconner, mais vous auriez transpiré. Ça aurait été très difficile et ce soir vous l'auriez oublié. Ça vous aurait condamné à la répéter encore et toujours. C'est le piège de l'apprentissage par cœur d'ailleurs. La deuxième nouvelle est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas instantané. Faire des images, créer des associations, ça paraît simple parce qu'on l'a fait ensemble, mais pour certaines informations, c'est un peu plus difficile. Donc c'est pas instantané, ça va vous demander un petit peu d'effort. Environ 5 minutes par jour. Mais c'est quand même un effort que beaucoup ne prendront pas. Et la troisième nouvelle est une excellente nouvelle, puisque ce type de technique, ce type de mémoire, vous pouvez l'appliquer à absolument tous les types d'informations. On a fait les éléments de chimie. Je vais vous prendre en exemple mon ami David. David qui est chauffeur de bus, c'est mon meilleur ami depuis 30 ans. Il est chauffeur de bus, il ne connaît absolument rien à l'art. Moi je travaille dans une école d'art. Je lui ai dit, écoute David, on va faire une petite expérience. Tu vas venir, je vais te faire rentrer dans une salle d'expo. Il n'était jamais rentré dans une salle d'expo. Et je lui ai dit, on va faire un tour, on va rester 15-20 minutes, tu vas ressortir et tu vas avoir tout mémorisé. Toutes les œuvres d'art, à quoi elles ressemblent et qui les a faites.
Donc il a bien voulu se prêter au jeu, on un peu pris en embuscade sur ce jour-là. Et on a fait ça. C'est-à-dire que on est arrivé devant des œuvres comme ça, et je lui ai dit, David, associe, mémoire associative, ça te fait penser à quoi? C'est des bases, hein. Ça te fait penser à quoi? Il me dit, ça me fait penser à des poignées de sabre laser. Plutôt bien vu. Ça marche en tout cas. Et je lui ai dit, l'étudiante qui a fait ça s'appelle Léa. Léa, le prénom Léa, tu l'associes à quoi? Il me dit, bah là du coup je pense à Princesse Léa. Princesse Léa avec des sabres laser. Voilà, tu as ton association, elle est toute trouvée. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais te demander qui a fait ça, tu vas te souvenir des sabres laser et de Princesse Léa. Et quand je vais te demander qu'est-ce que Léa a fait, tu vas te rappeler de Princesse Léa, et qu'est-ce qu'elle faisait, Princesse Léa? Elle avait des sabres laser. Ça marche un peu comme ça. Donc là, c'était pour l'art, c'était quelque chose de très abstrait, mais au niveau du très concret, Marie et la médecine. Marie est une lectrice de mon blog et de mon livre depuis quelques années maintenant, et elle avait un gros problème, c'est qu'elle voulait, je ne sais pas si c'était obligé pour elle, il me semble que oui, elle devait mémoriser la liste de tous les médicaments, avec les effets secondaires, le nom des médicaments, souvent à coucher dehors, et les composants, bref, tout ce qu'il y avait d'important. Je lui ai dit, tu vas faire ça sous forme de jeu de cartes. Parce que, d'un seul coup d'œil, tu vas mémoriser, tu vas avoir retenu tout ce qui est important pour toi. Toujours pareil, dans le même esprit, associe les choses, symbolise-les. Amitriptyline, Amy Winehouse. Hop, le nom du médicament mémorise la vie. Une illustration au milieu. Ces petits symboles, c'est elle qui les a choisis, avec ce qu'elle doit savoir, les effets secondaires et les objectifs, pourquoi on utilise ce médicament. La couleur de la carte est également une clé d'accès pour la mémoire. Là, elle est dans la catégorie antidépresseurs. Plusieurs types de cartes existent. Ça encore, c'est une façon ludique d'apprendre des choses très compliquées. Alors, la mémoire associative, c'est bien, mais comment on peut faire? D'ailleurs, on verra plus tard dans les ateliers, si quelqu'un est intéressé, comment on fait plus en détail. Là, je fais un exemple avec vous, mais l'idée, c'est que vous le fassiez vous. Comment on fait maintenant pour mémoriser énormément d'informations? La plupart des gens qui mémorisent utilisent la mauvaise technique, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur. Des pures répétitions, encore et toujours, de la même information, jusqu'à ce que ça rentre. Alors oui, ça finit par rentrer, mais ça s'efface très vite. C'est très frustrant d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous passez un examen, 3 mois après, vous avez pratiquement tout oublié. C'est quand même pas le but, si vous voulez réussir plus tard, d'avoir tout oublié. Imaginez que votre mémoire, ce soit votre appartement, ou l'endroit où vous vivez, votre maison. Vous pouvez y stocker tout un tas de meubles. Vous pouvez le ranger. Et ça, c'est la mémoire de 99% des gens. C'est-à-dire un appartement petit, mal rangé, donc pas étonnant que les gens pensent avoir une mauvaise mémoire quand on a ça comme type d'appartement. Vous pouvez mémoriser des informations quand même dedans, hein, mais les retrouver, ça c'est autre chose. C'est perdu quelque part par là. Ah, je ne retrouve plus mon cours de trigonométrie. Par contre, la pub Ricoré des années 80, je l'ai encore. Elle est là, elle est juste au-dessus. C'est ça, la mémoire de 99% des gens, la mémoire mal rangée en fait, l'appartement. Maintenant, imaginez que votre mémoire, ça soit ça. C'est un entrepôt Amazon. Alors, il n'y a pas de souci, c'est gigantesque un entrepôt Amazon. Vous pouvez y stocker énormément d'informations. Vous cherchez les CD, c'est à l'allée 132F, là-bas. Les appareils photo, c'est au 14D, juste ici. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais si vous avez la base de données sous la main, vous pouvez retrouver absolument n'importe quelle information que vous stockez dans cet entrepôt.
Ça, ce type de mémoire, c'est la mémoire de votre téléphone. C'est la mémoire de votre ordinateur. Vous pouvez stocker énormément de choses dedans. Le truc, c'est que c'est pas vous qui l'avez créé. Donc il faut que vous l'ayez en permanence sur vous pour pouvoir vous souvenir où est-ce que vous avez mis vos CD, vos informations. D'autre part, je ne vous vois pas vivre là-dedans. C'est pas très agréable. Et pour terminer, tout se ressemble, et le jour d'examen, on ne vous demande pas de montrer votre entrepôt, mais on vous demande de montrer votre chez vous, votre intellect. Et il y a peu de chances que vous ayez accès au système avec la base de données sous les yeux le jour d'un examen. Donc moi, ce que j'apprends aux gens, c'est à avoir ceci comme type de mémoire. C'est très grand, c'est immense, vous pouvez y stocker absolument ce que vous voulez. La bonne nouvelle, c'est que non seulement vous pouvez stocker ce que vous voulez, mais si en plus vous avez besoin d'autres trucs et que ça ne suffit pas, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez construire un héliport sur le toit, construire une deuxième piscine, un garage, une maison pour les amis, une tour ronde même si vous voulez. C'est gratuit. Et en plus, vous avez le maire à la bonne parce qu'il vous laisse faire absolument tout ce que vous voulez sur votre maison et sur le territoire. Vous ne le défigurez pas, c'est à l'infini. En plus, c'est plutôt agréable. Alors ça porte un nom. Un nom qui peut-être que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le palais de mémoire. C'est ce que j'enseigne aux gens. J'enseigne aux gens à avoir un palais de mémoire, comme type de mémoire. C'est-à-dire un endroit où vous pouvez stocker énormément de choses. Pourquoi on peut stocker énormément de choses dans un palais? Parce que cela fait appel à votre mémoire la plus puissante. Et votre mémoire la plus puissante, peu le savent, c'est la mémoire des lieux. Vous n'avez pas besoin d'être chez vous, par exemple, pour vous y déplacer mentalement. Vous savez où sont rangés les gros meubles sans y être. Vous savez dans quel ordre se situent les pièces. Vous savez quel chemin vous empruntez pour aller à l'école tous les jours, ou au boulot, ou au métro. Même si vous l'avez fait qu'une fois ou deux. C'est directement stocké dans votre mémoire à long terme. Donc ce que je propose aux gens, c'est que leur information compliquée, c'est de les stocker directement dans ce type de mémoire. Les associer à des endroits qu'ils connaissent déjà. D'où palais de mémoire. Et les gens connaissent énormément d'endroits différents. Il n'y a pas que chez eux qu'ils connaissent. Je suis venu depuis le métro ici, c'est la première fois que je venais. Maintenant, je peux stocker à peu près une trentaine d'images sur la route. Ça a l'air de rien, mais si j'avais un examen à passer, ce serait quand même pas mal. Ça m'aiderait. Alors, ça c'est mon ami Thierry. Thierry, il y a 3 ans, il était officier dans l'armée de l'air, à Bourges. Et Thierry avait un problème, c'est qu'il devait passer un examen national. À l'issue de cet examen, les meilleurs, ceux qui étaient les mieux classés, avaient le droit de choisir leur mutation. Évidemment, la plupart voulaient aller dans le sud. Le problème, c'est que Thierry, lui aussi, voulait aller dans le sud. Mais pour rejoindre sa famille. Pas pour voir le soleil. Bon, ok, aussi pour voir le soleil. Mais le problème, c'est que pour Thierry, l'école, c'était loin. Il avait terminé depuis longtemps. Thierry, il n'aimait pas l'école, en plus. Donc je lui ai dit, ce que tu vas faire, tu vas mémoriser avec un palais de mémoire. Il me dit, mais attends, tu me parles de quoi, là? Je lui ai dit, t'as quoi à apprendre? Il me dit, j'ai 3 manuels de 500 à 800 pages. Un sur la métallurgie, un sur l'aérodynamisme, et un sur le code du soldat. Donc des matières très techniques, je ne connais pas un seul mot. Je lui ai dit, je lui ai montré comment on donnait de la vie à des informations en utilisant la mémoire associative. Tu vas condenser ton cours en images que tu vas pouvoir stocker. Et le but, c'est que tu les stockes dans des lieux que tu connais. Tu as du mal à mémoriser les 3 lois de la métallurgie. Tu imagines la première sur ton lit, la deuxième sur la bibliothèque à côté du lit, la troisième sur la fenêtre à côté de la bibliothèque. Et comme un petit pousset, comme ça, il égrène ces informations, il égrène ces images qu'il stocke directement, non pas dans un entrepôt, mais dans son palais de mémoire, c'est-à-dire le lieu qu'il connaît chez lui, tout autour de chez lui. Alors, il me dit, ok, je vais essayer. Il essaye.
Quelques semaines après, il revient, il me dit « Ok, c'est bon, j'y suis arrivé, ça marche plutôt bien ton truc, mais là, c'est surchargé, quoi. Je veux dire, dès que je pose mes yeux quelque part, je vois des images. C'est la folie. Et j'ai même pas eu assez de place dans ma maison, j'ai dû aller dans le jardin. J'ai dû aller chez le voisin même, poser des images chez le voisin. Mentalement, hein, pas physiquement. Et comment je fais maintenant? Il me reste 2 cours, aérodynamisme et code du soldat. Je dis aérodynamisme, ce serait bien que tu mettes, que tu le fasses à ta caserne, ta base. Mais tu crois, je dis, la base, c'est pas un endroit qui est très agréable pour moi, c'est pas... Je dis, c'est pas grave, tu le connais par cœur. La base, tu la connais par cœur, tu y vas tous les jours. Bon, ok, je vais le faire. Il le fait, de façon moins sûre que comme il l'avait fait chez lui, qu'il connaissait par cœur. C'est pour ça que je lui ai dit de mémoriser son cours le plus difficile, dans l'endroit qu'il connaît le mieux. Aérodynamisme, ça allait un peu mieux, donc je lui ai dit de prendre la base. Il prend la base, pareil, il fait le même exercice. Il crée des images, des histoires débiles, et il les pose dans sa base. Les vestiaires, les toilettes, la piste d'atterrissage, les hangars, tout y passe. Là encore, c'est surchargé. À la fin, il termine, il me dit « Ouais, mais maintenant, je fais quoi? Il me reste encore le code du soldat, c'est une matière légale, c'est chiant comme la mort. Et je sais vraiment pas quoi faire. » Je lui dis « Mais t'habites Bourges ?» Il me fait « Oui, mais depuis 1 an que j'habite Bourges. » Je lui dis « Mais tu sais aller chercher ton pain? Tu connais où est le centre commercial? Tu sais aller au bowling, à la piscine? Tu vas stocker tes images là-dedans. » C'est ce qu'il fait. Au final, après tout ce travail qui a duré des mois, Thierry termine avec 2 semaines d'avance. C'est-à-dire que 2 semaines avant l'examen, on jouait ensemble aux jeux vidéo, il n'avait pas révisé, il avait déjà tout révisé. Alors que ses collègues, eux, repoussaient l'échéance des révisions de plus en plus et se consacraient la dernière semaine à réviser tout en stressant. Résultat des courses, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et Thierry et moi-même, on a été déçus. On a vraiment été déçus. Parce qu'il a terminé 2e au niveau national. On a été déçus parce qu'avec une technique comme ça, il aurait dû terminer 1er. Alors pourquoi il n'a pas terminé 1er? Il n'a pas terminé 1er parce que certaines questions lui semblaient tellement faciles qu'il a cru qu'il y avait des pièges. Donc il s'est dit, je vais réfléchir. C'est pas possible, ça peut pas être ça, c'est trop facile. Donc il a réfléchi le truc. Il s'est dit, on essaie de le piéger, donc je vais répondre autre chose. Ça lui a coûté quelques points. Bon, il a quand même terminé 2e. Quand je dis déçu, c'est déçu, voilà, c'est pas trop déçu non plus. Mais il a terminé derrière quelqu'un qui était vraiment très doué dans les 3 matières, et il a eu sa mutation. Maintenant, il vit à Orange. Il a pu retrouver sa famille. Belle histoire. Alors, mémoriser, c'est bien beau, stocker dans des palais, c'est bien beau, mais comment ne pas oublier ce que vous avez mémorisé? Parce que même avec des techniques comme ça, même si c'est très solide, vous finirez par oublier quand même. Et c'est normal, c'est sain d'oublier. Vous auriez beaucoup de problèmes si vous oublieriez jamais rien. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Vous mémorisez. C'est excellente transition d'ailleurs. Vous mémorisez, et votre mémoire est une piscine. Encore une image à la con. Mais c'est-à-dire que la nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau lui continue de travailler. Et il va filtrer l'information dans votre cerveau, dans votre mémoire. La piscine de la mémoire à court terme, puis il y a une piscine de la mémoire à moyen terme et la long terme. Pardon. Et chaque nuit, il va filtrer les informations que vous avez vues dans la journée. Est-ce qu'il va les laisser à la porte de la piscine, est-ce qu'il va les filtrer parce que c'est de l'eau impure, ou est-ce qu'au contraire, il va les faire venir dedans? Vous savez ce qui est important quand vous avez des cours. Mais lui, il ne le sait pas. Alors il va se baser sur 2 choses. Est-ce que l'information sort de l'ordinaire? Ou est-ce que vous avez rangé vos clés de voiture? Ah bah, j'en sais rien. Parce que c'est une information banale, c'est tellement fait de façon banale, c'est automatique que vous avez des chances de l'oublier. Quelle est la 4e voiture que vous avez croisée aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors à moins qu'elle ait été particulièrement extraordinaire, cette voiture, il y a de fortes chances que vous ne vous en souveniez pas. Donc, est-ce que l'information sort de l'ordinaire? Et est-ce que l'information vous a été utile, surtout? Une information qui vous est inutile, votre cerveau il va avoir tendance à la mettre de côté. On verra plus tard.
Donc, pour ne pas oublier, vous devez remplir ces deux critères. Comment vous faites pour rendre une information utile? Il y a encore deux solutions. Vous l'utilisez vraiment, c'est-à-dire que par exemple, si vous aviez l'hélium, eh ben, vous faites un exposé sur l'hélium, un reportage vidéo, vous cherchez des exemples, vous l'enseignez à quelqu'un. Tiens, je vais t'expliquer mon cours d'hélium. Bon, faire ça, ce serait vraiment très difficile pour toutes les informations, parce que... Donc, vous la rappelez, l'information. La rappeler est une façon de l'utiliser. Vous faites un rappel de l'information, tout simplement. Pas 150, mais un bien fait. Qu'est-ce qu'un rappel bien fait? C'est un rappel espacé. Et c'est là que j'enchaîne sur Hermann Ebbinghaus, philosophe et psychologue allemand qui, lui, ne parlait pas de piscine, mais de courbe de l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire, la courbe de l'oubli? J'ai en 3 exemplaires, c'est trop bien. La courbe de l'oubli, ça veut dire que le premier jour, quand vous apprenez quelque chose, vous êtes très vite à 100% de mémorisation, ou approchant les 100%. C'est cool, c'est bien, vous en sortez, vous avez l'impression d'avoir tout mémorisé. Le problème, c'est que comme vous voyez, très vite, vous oubliez. Et vous tombez à 0%, ou pas loin de 0. La nuit. Le filtre, ça a été utile ou pas? Je l'ai appris, oui, mais je ne l'ai pas rappelé. Donc je vais en oublier. Mais Ebbinghaus s'est rendu compte, et d'ailleurs c'est l'une des grandes œuvres de sa vie, que cette courbe, vous pouviez la prolonger, lui redonner de la vie. Plutôt que de la laisser tomber à 0, vous la relancez. Ne prêtez pas attention aux 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 4 minutes, je vais vous donner un autre rythme plus adapté à vous. Vous pouvez relancer cette courbe, elle va remonter à 100%, mais même chose, elle va se réeffondrer. Sauf que cette fois, la nouveauté, c'est qu'elle ne va pas se réeffondrer à 0%, mais peut-être à 10%. Vous n'aurez pas tout oublié. Le troisième jour, vous pouvez encore la prolonger, la relancer une troisième fois. Et là, elle s'effondrera encore. Mais cette fois, elle va peut-être s'effondrer à 40% de mémorisation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en quelques rappels, un par jour, je précise, pas 150, parce que le gars qui apprend par cœur, il va répéter 150 fois le jour 1. Là, le cerveau, pas de problème, la nuit, il va dire « Ok, ça c'était une information utile, j'ai compris, ça va, c'est bon. » Par contre, le jour 2, il y a peu de chances que vous répétiez la même information 150 fois. Donc vous allez complètement l'oublier. Et là, le jour 2, il va dire « Bon, bah, c'était important hier, ça n'est pas aujourd'hui. Je l'oublie. » Un rythme que je vous conseille pour rappeler vos informations. Quand je dis rappel, il s'agit de faire une mini-révision en fait. C'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, juste pour vous assurer que vous n'avez pas oublié de parties importantes de vos cours et que vous avez bien compris aussi. Le rythme que je vous recommande, c'est le premier rappel, le tout premier rappel d'une information importante à mémoriser, qui sera utile pour l'examen. C'est crucial, enfin, j'ai pas de données scientifiques pour étayer ça, mais je vous recommande de faire un rappel le premier jour, c'est-à-dire le jour même où vous apprenez. Vous apprenez, vous laissez passer, vous sortez, vous faites les cons, vous rentrez après le soir, mais avant que vous couchiez, pas juste avant, mais le jour même, vous vous débrouillez pour faire un rappel de cette information. Le premier rappel est ultra important. Parce que dans la nuit, votre cerveau va avoir été confronté 2 fois à cette information. Pour lui, ça va être une information utile, importante, donc il va être moins tenté de l'oublier. Le deuxième rappel, vous pouvez noter ça, parce que je crois que je l'ai pas noté dans les diapos. Le deuxième rappel, je vous conseille de le faire le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce que c'est un bon test pour savoir si justement la veille, ça a bien marché ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez rappelé intelligemment? Est-ce que vous n'avez pas oublié des détails importants? Le troisième rappel, un jour après. Donc les 3 premiers rappels des 3 premiers jours en fait. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle espacer les répétitions, c'est-à-dire laisser des jours sans, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et généralement, ça se passe très bien. Dans un seul rappel, ça se passe très bien. Là encore, ça varie. Est-ce que l'information est vraiment compliquée? Est-ce que vous avez des affinités avec le cours? Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que c'est chiant comme la mort? Tout ça, ça va jouer sur le nombre de rappels qu'il va vous falloir.
ça, c'est comment on garde une information à long terme, en faisant des rappels. Si vous avez beaucoup de cours, évidemment, le problème, c'est qu'il va falloir faire des espèces de petits plannings, parce que sinon, vous allez zapper où vous en êtes très facilement. Mais il y a des logiciels pour ça. On arrive à la fin. Une dernière chose, pour ceux qui pensaient avoir une mauvaise mémoire, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez mémorisé l'ensemble de ma présentation. Qu'est-ce qu'il y avait ici? La chaîne pour les associations chaînes à mémoire associative. Qu'est-ce qu'il y avait au bout? Fiole de chimie pour les éléments de chimie. C'est l'exemple que je vous ai fait tout à l'heure. Là, il y avait quoi? C'est ça. L'entrepôt Amazon, le palais de mémoire, et l'avion qui décolle, c'est mon exemple avec Thierry. Et là, il y avait quoi? De piscine, avec la comparaison de votre mémoire qui est une piscine, qui est filtrée, les informations sont filtrées, avec des toboggans qui sortent en forme de courbe de l'oubli. Merci à vous.